C'est parti pour un dernier jour de lab. Nuit sonore, vous m'entendez? Allez! Écoutez, je suis content de vous voir. Je sens que ce dernier jour de lab, et qui est aussi l'avant-dernier jour du festival, nous a laissé quelques neurones dans ces soirées où la bière a coulé à flot pour renflouer un modèle économique d'un festival indépendant, ou presque, sponsorisé par tous nos partenaires qui sont ici. Et nous avons la chance ici d'avoir quelques rescapés. Il y a beaucoup de bénévoles du festival qui sont ici. J'ai repéré une personne du vrai public, que j'assimile au vrai public. Je ferai une intervention pour voir si c'est le cas tout à l'heure. Il faudra qu'elle se dénonce si elle a un lien de parenté avec quelqu'un de l'équipe. Ça veut dire que tout ça est manigancé. Regardez quand même la beauté de ce panel. Ils sont jeunes, ils sont beaux. Et ils ont tous en commun quelque chose. Ils croient à l'Europe. Je vais me mettre là, je veux les contempler en même temps. Donc, ils font partie quand même des 5 dernières personnes qui ont une ambition pour l'Europe. Ils se sont... Exact. Et ils ont surtout en commun le fait d'avoir eu un même mode opératoire pour mener leur travail d'investigation, de recherche dans des champs très divers. Ça a été de parcourir l'Europe avec des mobilités différentes, des buts différents, des champs d'investigation différents, mais ce même mode opératoire, l'Europe comme un terrain d'investigation qui leur a permis de sourcer, d'influencer, de se nourrir, de se nourrir de cette diversité, de voir ce qui était les communs aussi. Et on va en parler. Ils ont, pour certains, investigué la question des musiques électroniques. Ils ont ouvert le lab il y a 2 jours et ils nous ont fait justement l'état des lieux de leur recherche. Auguste et Sacha. Ils ont pour d'autres fait un état des lieux du cinéma indépendant et de toutes les modalités qui peuvent se décliner en Europe sur le cinéma, et c'est Agnès qui va nous en parler. Ils ont investigué avec des caravanes sur la question des minorités, des démocraties, de tous ces champs, et ça s'est fait avec un grand projet européen, et c'est Doina qui s'en est chargée. Et Lola qui, il y a 2 ans, a entrepris un grand voyage en Europe sur la question de la transition énergétique. Merci d'être ici. Je trouve que vous êtes de très, très beaux visages. J'ai envie de dire que des bêtises, vous le comprendrez. On est entre nous. Toute ma modération était liée sur l'interaction avec le public. Donc là, c'est un peu problématique parce que, comme je vous dis, je ne sais pas ce qui va se passer. Allez, on prend le micro, on va faire le truc très très classique. On va commencer avec Lola. Oula. 1, 2, oui, c'est bon. Ça y est. Merci la colo de vacances, hein, merci. Comme si en plus, j'étais pas assez dans l'embarras. Ça, c'est un coup de violence, j'imagine encore. C'est dommage que Jérusalem in my heart soit pas resté. Nous aurait fait un petit peu de noise. Voilà. Lola, oui, tu viens de la philosophie, tu es doctorante aujourd'hui de l'art, de la philosophie. Oui, j'ai fait art philo. Voilà, je suis ancienne élève normalienne, j'ai fait 2 masters du coup. Et c'est justement entre ces 2 masters-là que j'ai prévu le projet de rêve dont je viens ici pour parler. Élève normalienne, 2 masters, là, Oxford University où elle est en doctorat. Autant vous dire que c'est pas mes blagues à 2 balles qui vont l'impressionner. Ah, je sais. 2016, tu inities ce projet, Rêve. Comme une forme de groupe de recherche pour saisir cette question de la transition énergétique en Europe. Qu'est-ce qui a motivé vraiment le fait de se lancer dans une telle aventure? Donc moi, comme je viens de dire, je viens absolument pas de ces milieux-là autour même de questions scientifiques dures comme la physique, etc. Et c'était vraiment entre 2 masters, j'avais du temps sur les mains, j'avais envie de faire un projet citoyen. Et du coup, la question de l'énergie me motivait pour plein de raisons, des raisons philosophiques, des raisons citoyennes, des raisons personnelles. Et en 2016, je crée ce groupe d'études et de recherche. Moi, en tant que normalienne, je garde mon identité de scientifique, mon identité de chercheuse. Et on est parti à peu près 1 an et quelques après avoir monté les fonds et finalisé tout le projet. 5 mois d'itinérance. Ouais. Quel mode justement d'itinérance vous avez choisi? Alors le mode d'itinérance, on me pose plus souvent la question que sur le contenu. J'ai voyagé donc 5 mois et quelques jours en voiture électrique autour de 15 pays d'Europe de l'Ouest entre mai 2017 et septembre 2017. Comment
Pourquoi l'Europe s'est imposée à toi comme un intérêt, cette échelle? En quoi cette échelle était pertinente dans tes recherches? Alors l'échelle pertinente, c'est un sujet qui me tient à cœur pour beaucoup de raisons. Moi, je me sens très européenne pour plein de raisons. Je suis à moitié française et à moitié, je viens du Vietnam, de la Roumanie, de la Grèce. Donc, je suis par nature, si je peux dire ça. Ça fait 5 moitiés. Donc, tu es voilà. 2,5 personnes. Non, l'autre moitié est composée de ces origines-là. Donc, je me sentais déjà moi-même par mon histoire familiale très européenne. Et je pense qu'on a tous une vision différente de l'Europe, une envie différente en Europe. Pour moi, j'avais déjà voyagé toute seule de nombreuses fois en Europe, en particulier l'Europe du Nord, et j'avais adoré. Je trouvais ça vraiment libératoire de pouvoir partir sac à dos et puis juste s'arrêter dans des villes que l'on veut découvrir. Et c'est cette envie de retrouver ce goût du voyage, du passage aussi, et qui est très lié à la notion de transition que j'ai investiguée, comme tu utilises ce très beau mot, très anglicisme, j'adore. Et c'est vraiment de tout ça qu'est sortie cette envie. Et puis ensuite, elle s'est corrélée à une vraie envie citoyenne de recherche sur la question de l'énergie et de la transition énergétique plus particulièrement. Tes recherches ont abouti du coup à quel type de rendu, comment ça s'est traduit? Alors, on était 3 personnes à partir, je suis pas partie toute seule. Il y a eu différents formats, il y a eu beaucoup d'articles que vous pouvez retrouver sur le site trevproject.eu. Et puis, en plus de ces articles-là, qui sont souvent des interviews, puisqu'on a rencontré environ entre 90 et 100 personnes qui travaillent sur la question de la transition énergétique à des degrés d'échelle différentes, depuis le local jusqu'à l'international, et dans des champs disciplinaires très, très différents, depuis travailler en tant que professeur dans une université, être politicien, être un politicien de petite ville. On a rencontré des gens à Bruxelles, être économiste, etc., etc. Et donc, moi, je faisais aussi beaucoup de vidéos. Donc, j'ai filmé et édité énormément de vidéos. Vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Trèves. Tous les liens de réseaux sociaux sont sur le site. Et donc, il y avait déjà différents formats en même temps. Et puis, par la suite, j'ai fait fructifier tous ces résultats par le biais, encore une fois, de différents formats, notamment des cycles de conférences. Et puis, la dernière année, avant que je quitte la présidence, donc j'ai présidé pendant 3 ans ce groupe d'études et de recherche, j'ai réalisé une exposition interactive, donc qui était en même temps qu'un autre cycle de conférences et qui a réuni différents établissements à Paris, de PSL, Paris Sciences et Lettres, donc notamment l'ENS, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, des habitants comme ça. Et ça m'a permis de toucher à ces questions-là d'un point de vue très différent, plus tourné sur les humanités, les arts, les lettres et la philosophie. Comment on finance un tel projet? Je vous donnerai pas mes secrets. Non, bien sûr. Alors d'abord, et je sais que c'est le cas pour d'autres personnes ici, on s'est lancé dans un crowdfunding. On avait envie de créer une sorte de petite communauté. Le problème, c'est que ce genre de recherche vraiment scientifique, ça permet de faire adhérer des gens, mais pas tout le monde. C'est pas une grosse communauté. Donc après avoir eu plusieurs milliers par crowdfunding tout de même, on s'est aussi tourné vers des institutions de recherche et des institutions privées. Donc on a été financé en particulier par l'ENS bien évidemment, PSL, par la chaire Énergie et Prospérité, co-présidée par Gaël Giraud, qui a été le mentor de notre projet et que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis ensuite, typiquement, on a été financé par Engie, qui nous a beaucoup suivis, même après le voyage, et avec qui j'ai travaillé lors de conférences, de workshops, etc. Puis pour le matériel, j'ai reçu de manière tout à fait formidable du matériel de Nikon, avec lequel j'ai pu travailler pendant les 5 mois. Ça pose pas un biais dans la recherche d'avoir justement un mastodonte énergétique qui est au cœur du modèle de financement? C'est une contrainte avec laquelle il faut travailler, et on a eu la chance de poser directement nos conditions et de dire on dira ce qu'on voudra sur nos projets de recherche et nos résultats. Et Engie a été excessivement réceptif à tout cela, donc je les en remercie. Et plus que ça, ils nous ont ouvert des sites en fait en Europe. Donc on a pu visiter. En gros, on s'est focalisé pour trouver un angle d'attaque sur les énergies renouvelables. Et il y a 5 modes d'énergie renouvelable, grosso modo, donc biomasse, éolien, solaire, hydraulique et j'en oublie un, c'est génial, géothermique. Et on a pu en fait ouvrir des sites dans différents pays à chaque fois d'Europe. Donc c'est vraiment génial. On vous parle tout le temps d'une éolienne, mais puis vous montez dans une éolienne et vous dites ah ouais quand même super chouette quoi. On vous parle d'hydroélectrique et en fait tant que vous voyez pas les 2 sites, la manière dont c'est pompé, etc. C'est difficile de pouvoir attraper l'idée concrète de ce que c'est et de ce que ça représente. Voilà. Donc plus de positif que de négatif.
on reviendra au projet parce que je ne veux pas tout vous faire accoucher parce qu'après j'aimerais qu'on parle de questions transversales aux recherches. Doina, toi c'est pas en voiture électrique que tu as parcouru l'Europe, c'est dans un projet de caravane, une caravane sur un autre mode aussi opératoire avec à la base un appel à projet de jeunes activistes qui sont retrouvés pour sillonner comme ça 5 caravanes, 15 pays en une année pour aller questionner des choses sur, tu me dis, hein, sur les droits des minorités, sur la question notamment des LGBTQ, des Roms. C'est quoi le point de départ de cette aventure? Comment tu t'es lancé dans ça? Alors oui, c'était avec une caravane qui consommait beaucoup, une diesel bien gourmande. Donc à un moment donné, on s'est dit oh là 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 là, oh là 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 là. Du coup, après, on a pris une plus petite qui consommait moins. Voilà. Du coup, moi, je me suis lancée parce que je connaissais Alternative Européenne, qui est une des associations qui sont porteuses du projet. J'avais fait du bénévolat avec eux pendant 3 ans. Et après, donc, j'avais vu l'appel à candidature qu'ils avaient ouvert à tout le monde. En fait, eux, ils ont fait un partenariat avec Acid Foundation de Bruxelles. Il y a un représentant là-bas. Et Critical Politics, je ne peux pas le dire en polonais, c'est une association en Pologne. Du coup, il y a 3, mais peut-être qu'il y en a plus, mais il y a 3 associations porteuses du projet en général, du coup, qui ont fait cet appel à candidature et donc moi j'ai postulé, comme plein d'autres personnes. Donc on était 4 personnes par caravane, donc pour parcourir chaque caravane 3 pays, comme tu l'as dit. Du coup, moi, je me suis lancée parce que j'étais intéressée par les projets transnationaux. J'avais fait, j'étais militante dans ces réseaux depuis longtemps et voilà. Donc, je voulais découvrir un peu toutes ces initiatives parce que je trouve fascinant aussi de comparer comment ça se passe dans les différents contextes politiques et sociaux. Voilà. J'ai un message dans l'oreillette. Vraiment, il y a un début de tremblement de terre. Il va falloir évacuer la salle, les amis. Quel type de matériel vous avez collecté? J'imagine là, vous avez des profils assez différents dans chaque caravane. Ouais. Donc, c'est pas une unité de recherche comme, par exemple, le laboratoire de recherche, mine de rien, est quand même toujours très travaillé dans la complémentarité des profils et sur ces endroits d'investigation. Vous, comment vous avez travaillé cet endroit de la recherche? Qu'est-ce que vous avez collecté? Comment vous l'avez traduit? Du coup, les 5 caravanes avaient un thème général qui est les droits des citoyens mobiles et un questionnement et une idée en tête d'essayer de voir comment on peut faire que les gens s'engagent plus. Et après, chaque caravane avait un thème spécifique. La nôtre, qui a fait le Portugal, l'Espagne et la France, avait comme thème la solidarité. Du coup, à partir de ces 2 thèmes-là, on allait trouver les initiatives locales et l'idée c'était aussi de produire de faire une activité avec eux. Donc on avait dans l'équipe de la caravane une facilitatrice ou un facilitateur qui facilitait notre communication et notre entente avec le partenaire local. Du coup, ce qu'on a collecté comme matériel, c'est soit des interviews, soit des vidéos, l'activité en soi. Donc je ne sais pas si c'est un matériel, mais il y avait des choses qui se passaient entre nous à ce moment-là. Il y avait des idées qui passaient, il y avait des échanges d'expériences, il y avait des réflexions communes. Un des objectifs de ce projet, c'est aussi après connecter tous ces initiatives, enfin faire que les gens se rencontrent, les gens qui se connaissent pas et que nous on a rencontrés par cette occasion, et aussi faire un document général qui va rassembler toutes les meilleures pratiques de toutes les caravanes. Donc chaque caravane doit apporter 7 et après, donc chaque 7 fois 5, 35. Donc il y aura un tout 35, entre 25 et 35 meilleures pratiques en Europe sur les différents thèmes, y compris les droits des citoyens mobiles et l'engagement politique citoyen en général. Je ne sais pas si c'est clair. Ah, si. Cette valeur mise en réseau, networking, tu disais, vous avez connecté, vous avez pu, grâce à l'itinérance,
faire des passerelles, des ponts, enfin en tout cas sillonner littéralement entre différentes communautés, différentes initiatives. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que cette itinérance est terminée, qu'est-ce qu'il en reste concrètement même de cette mise en relation? T'es content de ce que ça a créé dans ses répercussions? Moi, je suis pas encore contente parce que j'ai promis à tout le monde, comme j'étais coordinatrice de ma caravane, j'ai promis à tout le monde, je vous envoie les contacts de ces gens, je vous envoie une description très détaillée de ce qu'ils font, comment vous pouvez travailler ensemble, voilà. Mais je l'ai pas encore faite parce que j'ai pas eu le temps. On est revenu là il y a 10 jours et chacun est revenu à ses activités qu'il n'avait pas fait pendant 20 jours. Du coup, on devait écrire un peu un rapport. Du coup, je suis pas encore arrivée à ça, mais je vais y arriver. À l'idée de faire une base de données et de penser chaque action qu'on a faite et comment on peut la mettre en contact avec qui serait plus intéressant, donc d'écrire un peu quelque chose de personnalisé pour chaque partenaire qu'on a rencontré. Et ils sont, je pense, très en attente de ça parce qu'ils étaient très demandeurs de savoir comment ça marche dans un autre pays, comment ça marche dans une autre ville, comment les autres font pour tout ce que vous avez évoqué ici aussi, pour se financer, pour vivre, pour pérenniser, pour toutes ces choses-là. Il y en a qui ont des solutions et d'autres qui n'en ont pas. Donc je pense que l'idée, c'est d'après voir comment ils peuvent se donner les bonnes tuyaux les uns aux autres. Mais du coup, c'est pas encore fait parce que c'est très récent. Et qu'il faut bien venir ici, donc voilà, tu peux pas être au four et au moulin. Hein, voilà. Agnès, non, c'est bien. Agnès, tu es sortie de la FEMIS, quand même, école prestigieuse du cinéma. En 2015, tu as commencé un tour d'Europe des salles de cinéma indépendantes pour documenter justement toutes ces tendances émergentes pour un projet qui a abouti à un travail, Rêver les cinémas demain. Aujourd'hui, toutes ces investigations, ça t'a permis de sourcer, de en tout cas affiner ton regard et notamment ça a pu aboutir à la création d'un cinéma éphémère à Toulouse et aujourd'hui, tu en parleras d'un nouveau projet qui va se pérenniser. Comment tu as monté ce projet à la base? Alors à la base, en fait, on est parti en 2014 avec mon associé Michael Arnal. On est parti sur les routes de France pour partir à la découverte des nouvelles idées que les salles mettaient en place et à la fois les recenser mais aussi les diffuser. Donc on avait un site web, tourdescinémas.com, où on partageait des articles, des photos, des vidéos. On a en effet fait un tour de France dans un premier temps. On a écrit un livre qui s'appelle Rêver les cinémas demain, qui a été publié aux éditions Henri Dougier. Sur le tour d'Europe, on a écrit un rapport en français sur les tendances émergentes dans les cinémas qui a été publié sur le site du Centre national du cinéma et traduit en anglais par un organisme dans le cinéma au Royaume-Uni. Et donc, voilà, nous on est partis en 2014, mais je vais peut-être revenir juste dans l'ordre en fait sur tous ces projets pour vous résumer rapidement, en fait très rapidement ce tour, que vous ayez en tête un peu tous les enjeux et toutes les raisons pour lesquelles on a monté ça. Donc on a visité plus de 200 cinémas dans une vingtaine de pays et ce qu'on souhaitait avec ce tour des cinémas, c'était surtout trouver des conseils pour créer notre propre salle. On voulait aussi répondre à cette question, à quoi ressemblera la salle de cinéma de demain, mais avant tout, c'était partir pour comprendre comment nous, on pouvait monter ce lieu dont on rêvait déjà avec Michael, qui était un lieu dans lequel on montre des films, mais pas que. On a des espaces de création, on avait déjà en tête tout ça. Donc, le projet, en fait, il s'est monté sur ce Tour de France. On est parti rassembler ces idées dans les cinémas. On a passé tout un été à travers toute la France à visiter des lieux. On visitait 2-3 cinémas par jour et on partageait sur notre blog à l'époque des articles courts où on résumait via des petits cœurs en fait tout ce qui nous avait plu dans ces lieux, un peu comme un herbier qui nous permettrait en fait de mémoriser toutes ces idées en vue de créer notre propre lieu. Donc on a partagé toutes ces idées via une boîte à idées qu'on a créée sur ce site. On pouvait retrouver des idées autour de la communication, des nouveaux espaces. C'était vraiment voilà un projet qu'on a monté en le faisant.
Et l'année suivante, donc on a écrit un livre, et l'année suivante, on s'est dit qu'il fallait étendre en fait cette recherche à l'Europe. Donc là, vous avez une petite carte du tour, étendre cette recherche à l'Europe. Et donc pendant 5 mois, on est parti à la découverte d'une vingtaine de pays dans 50 villes. Et l'idée, c'était vraiment de partir à la rencontre d'une nouvelle génération d'exploitants, une génération moderne, innovante, qui a envie de réenvisager la manière dont on crée des lieux. Juste pour résumer, ce qu'on a appris qui était vraiment essentiel, c'est que quel que soit le pays où on soit allé, quel que soit l'état du cinéma et de l'exploitation dans chaque pays, des gens voulaient recréer des cinémas et des projets renaissaient. Il y avait vraiment cette idée qu'à une époque où on peut voir des films partout, les gens ont toujours envie de lieux. Ce qui n'était pas évident, nous on avait postulé de ce point de départ parce qu'on voulait faire un cinéma, mais on aurait pu trouver une Europe dévastée où il n'y avait plus de nouveaux projets de cinéma indépendants. Donc nous, on était déjà ravis d'avoir fait ce pari et de se rendre compte qu'en effet, on trouvait toute une nouvelle génération de lieux sur le terrain. Juste une petite aparté, avant de détailler très rapidement ce qu'on a vu, j'ai pris quelques photos des lieux qu'on a pu voir pour vous montrer un peu voilà, un très rapide état des lieux des cinémas. La communauté, elle a été centrale au cœur de ce projet et je pense qu'on en discutera tout à l'heure avec vous sur vos projets, mais le projet, nous, on l'a financé via du crowdfunding. On a levé un peu plus de 7 000 € via du crowdfunding qui nous a permis d'aller chercher de l'argent auprès des institutions en suivant. La communauté, on l'avait montée via le Tour de France, donc on l'a retrouvée sur ce Tour d'Europe. Et les gens, ils nous ont à la fois aidés pour le financement, pour trouver des logements. On avait mis tout le planning des mois où on voyageait en Europe avec les dates et les gens nous hébergeaient. Oui, nous à Bruxelles, on peut vous héberger du 12 au 15 octobre, venez chez nous. Et en fait, on a trouvé comme ça, la moitié du séjour a été voilà, on a été logé chez des gens. Et on a pu avoir une visibilité internationale pour ce projet parce que des gens ont traduit bénévolement en fait tous nos articles qu'on publiait sur le site en anglais et en espagnol. Donc tous les articles ont été traduits dans d'autres langues grâce à une communauté d'une vingtaine de bénévoles qui nous écrivaient et qui traduisaient des articles très très longs. Donc on les en remercie. Ils m'ont tout fait dans ce lab. Donc, juste rapidement, je vous fais un petit point. En fait, on s'est questionné sur ces enjeux de la salle de cinéma. 2 raisons. En fait, aujourd'hui, vous le savez comme moi, on regarde des films partout, sur Netflix, sur nos portables, sur nos tablettes, plus seulement dans des cinémas. Donc nous, ça nous posait la question en fait du lieu de la salle de cinéma. Et puis vous le voyez aussi sûrement, les salles de cinéma indépendants ont tendance à vieillir. Et donc on se posait la question de quelle nouvelle génération d'exploitants, quelle nouvelle génération de lieux pour répondre en fait à ces mutations. C'est que ça croise vraiment plein d'enjeux, mais on se retrouve en gros avec des gens qui vont moins au cinéma parce qu'ils voient des films sur Internet. Et c'est complémentaire, mais avec une génération qui ne le comprend pas forcément. Donc, quelle nouvelle génération de lieux pour répondre à ça? Et donc, juste vous montrer des petits exemples qu'on a pu voir et les quelques pistes de recherche sur lesquelles on a travaillé. La première idée, c'était que pendant le tour des cinémas, on a réalisé que le lien entre les cinémas et le public s'était renforcé. Donc là, vous voyez l'image du Numax, qui est la première salle qu'on a vue à Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est une salle qui a été financée par ses spectateurs. Ils ont financé ce lieu pendant la crise économique en Espagne et ils devaient lever 500 000 €. Donc aucune banque ne voulait leur prêter cet argent. Donc ils sont passés par leurs futurs spectateurs. Ils leur ont proposé en fait de garantir le prêt qui serait nécessaire à la construction du lieu. Et ils ont pu comme ça ouvrir et être en mesure de sécuriser leur emprunt et d'ouvrir leur salle qui a un cinéma, un bar, un espace de production, une librairie, un lieu super ambitieux à Saint-Jacques-de-Compostelle qui marche très très bien et qui a une implication très très forte d'une communauté locale. L'autre idée autour des spectateurs aujourd'hui, et je pense que c'est aussi peut-être quelque chose qu'on retrouvera dans d'autres domaines, c'était l'idée que le spectateur, il est au cœur du renouveau de ces projets. Fidéliser une communauté, c'était vraiment l'élément essentiel en fait de tous ces cinémas qu'on a vus. Le mouvement peut-être le plus étonnant qu'on ait découvert, c'était le mouvement des community cinéma. C'est un mouvement en fait qui a émergé au Royaume-Uni où c'est pas comme ça va un peu plus loin en fait que les mouvements associatifs français. Les spectateurs participent à la gestion d'un lieu, mais aussi à sa construction.
Donc là, le lieu que vous voyez, c'est le Deptford Cinema à Londres, qui s'est monté dans le quartier de Lewisham, dans le sud-est de Londres, un des derniers quartiers où il n'y avait pas de cinéma. Et ils ont monté un cinéma avec les gens du quartier, qui ont construit, via ce qu'ils appelaient des building weeks, des chantiers en fait de construction participatif, tout le cinéma. Isoler les murs, faire les gradins, le bar, programmer le lieu. Et donc, le lieu a été monté par plus de 700 personnes qui participent aujourd'hui tous les dimanches encore à sa programmation. L'idée que les salles de cinéma enrichissent leur offre, développent leur catalogue au-delà des longs métrages. Le Gloria à Copenhague organise des sessions d'écoute justement de contenu radio dans la salle. Et ça cartonne auprès de toute une nouvelle génération de spectateurs. On a aussi vu des salles qui diffusaient des séries, qui diffusaient de la VR, qui diffusaient voilà, tout un tas de nouveaux contenus. Je vous les passe, mais il y a le rapport sur notre site si ça vous intéresse sur Tour des cinémas. Et l'idée, la dernière idée peut-être, c'était cette idée que les salles aujourd'hui sont plus que des cinémas. Beaucoup de cinémas dans leur lieu avaient cette idée más que un cine, more than a cinema, cette idée qu'ils étaient plus qu'un cinéma. Et on le voit dans leurs espaces, c'est qu'au-delà de la salle comme boîte noire, plein d'autres espaces additionnels s'inventent. Des espaces de coworking, des espaces de restauration, des espaces de création où on produit des films depuis des lieux. Donc je vous en montre quelques-uns. Ça, c'est le cinéma Il Kino à Berlin qui a une pizzeria, un restaurant italien dans ses murs quand on arrive. Le Close-Up à Londres qui est une salle dédiée aux films de répertoire, mais qui a également un coffee shop et une médiathèque qui a plus de titres que le BFI, qui est l'équivalent de la Cinémathèque française, dans un tout petit lieu, mais qui est super, super. Le cinéma Criterion à Amsterdam, qui a un véritable lieu de vie, qui est tenu exclusivement par des étudiants, parce que c'est vraiment le modèle en fait de la fondation Criterion qui n'emploie que des étudiants pour gérer ses cinémas. Donc voilà, les lieux ils sont très très bons pour ça aux Pays-Bas. Nous ça a été un gros coup de cœur. Vous voyez là à Amsterdam, ça c'est des entrées de cinéma. Donc en fait c'est des bars. The Movies qui a un pub, Studio K qui est aussi géré par des étudiants, le Lab 111, FC Jena qui est un club de foot qui a été détourné en cinéma aussi à Amsterdam. Le Kino Bureau qui a un espace de 800 mètres carrés en fait au-delà des salles et du bar et du restaurant qu'ils ont à Rotterdam. Ils ont 800 mètres carrés de bureaux où ils ont des labos de post-production, des espaces fonds verts, des espaces de création en fait où ils produisent des films et ils ont des espaces de bureaux partagés. Le Watershed à Bristol. Bon, Bristol, c'était vraiment une ville assez passionnante pour toutes ces innovations. Mais dans le cinéma, il y a un lieu qui est à la fois un cinéma, mais aussi un incubateur. Ils ont un espace qui s'appelle le Pervasive Media Studio, qui est passionnant, où ils incubent des projets en lien avec des universitaires, des entreprises locales, des étudiants. Et donc ça, c'est dans le cinéma. Le Up Outdoor à Lozenet, donc ça, c'était à la frontière turque en Bulgarie. Des architectes qui ont pensé à un nouveau lieu. À partir d'un dôme qui était en fait inutilisé l'été. Ils travaillent à Sofia dans la capitale qui est pas du tout au bord de la mer. Ils se disaient on n'a qu'à déplacer nos bureaux à Lozenet, une petite station balnéaire, et y faire des projections de films en partenariat avec un festival. Donc ça c'est l'intérieur du cinéma en Bulgarie. Le Underground Film Club à Londres, juste vous dire qu'on a vu aussi des initiatives éphémères, des choses pop-up, voilà, pas qu'en Bulgarie, mais aussi à Londres. On voyait vraiment des mouvements émerger en parallèle dans toute l'Europe, ce qu'on voyait émerger en Espagne, émerger en même temps en Italie, des choses qu'on a vues en Bulgarie, émerger de la même manière en Angleterre, et on sentait vraiment ce sentiment d'Europe, en fait. Enfin, dans le sillage de la génération Erasmus, nous, on a voyagé en mode interrail, et on se sentait vraiment européen, aussi du fait d'une langue commune, qui était l'anglais. On parlait en anglais avec tout le monde. Et voilà, petit aparté. Donc ça, c'était un lieu éphémère à Londres dans un métro qu'on a pu voir, l'Underground Film Club. Et je ne sais pas si je dis un mot pour la forêt électrique, mais en gros, on est rentré. J'allais venir justement parce que, en fait, ce qui est assez rêvé et idéal dans ton mode opératoire, c'est que chaque fois qu'on monte un projet, on rêverait justement de pouvoir aller nous-mêmes s'influencer comme ça, chercher des inspirations partout, sauf que c'est quasiment jamais possible parce qu'on est déjà tenu par le planning du projet lui-même, par les impératifs de financement, par nos impératifs de vie. Et là, tu as intégré directement à ta logique de lieu ce voyage inspirationnel comme une brique du montage du projet, alors qu'en général, on oublie cet amont-là. Et ce qui me semble intéressant, c'est que j'ai l'impression que dans la façon dont vous avez
chercher, essayer de tirer voilà, des informations, c'est que c'est autant sur le fond et la forme, quoi. Là, tu parlais de modèles économiques innovants que tu as peut-être pu mettre à l'œuvre dans le montage de ce que tu as fait par la suite. En tout cas, l'économie même des lieux que tu as vus, leurs techniques, les enjeux esthétiques, tout ça, on nourrit maintenant ce que tu as pu essayer de monter après. Et ça s'est traduit justement à Toulouse par la forêt électrique et aujourd'hui un nouveau projet dont tu peux nous parler. Exactement. En fait, ça s'est traduit par cette idée qu'on avait envie de faire. On avait vraiment envie de faire et on voyait une génération. Nous, on est en train d'écrire un livre là sur le Tour d'Europe et on appelle ça des cinéma makers. Vraiment dans cette idée de génération qui a une pratique à la fois de l'ère du numérique, mais aussi profondément du faire. Et donc, on s'est installé à Toulouse. Nous, on est originaire du Sud-Ouest. On avait très envie de se réinstaller là-bas pour monter un projet, mais de prendre en compte cette dimension qu'on avait envie d'apprendre en faisant, en fait. En ayant vu ces lieux et en pouvant tester des modèles, expérimenter, tester encore et avoir vraiment cette logique d'expérimentation, en fait, de recherche-action, quoi, d'expérimentation dans le processus. Et donc, on a monté un cinéma éphémère dans une friche urbaine à Toulouse, dans les Halles de la Cartoucherie, pendant 1 an l'année dernière, où on a monté un cinéma, un bar, on a organisé des concerts. Le lieu était ouvert sur 2 saisons, au printemps et à l'automne. Et ça nous a permis, en fait, de créer une communauté locale. Et dans la foulée, on a remporté un appel à projet pour quelque part pour être sur un site pérenne et pérenniser l'initiative. Donc là, on investit d'anciens ateliers de menuiserie de 1000 m² où on pense des lieux de création. Donc la moitié de l'espace sera dédié à un endroit où on fait des films, l'autre moitié à un endroit où on en montre, et avec un grand espace de bar, de restauration, de concert, voilà, de vie, quoi. Et une cour centrale qu'on partage avec plein d'autres entreprises de l'ESS qui recyclent des vélos, réparent des livres et avec lesquels on travaille plein d'interactions. Et ce qu'on a pensé, en fait, c'est qu'on n'avait pas du tout envie d'être en prise avec ces logiques où on remporte un projet et on doit être 6 mois plus tard en train de figer quelque chose. Au contraire, nous, on se sert de notre spécificité du Tour d'Europe, du cinéma éphémère pour penser un projet en le faisant. Donc, le lieu final sera livré en 2024. Aussi, on partage la cour avec des acteurs de l'ESS. Mais... C'est ça. Je laisse passer cette vague. Je pense que c'est le final. Ouais. Petit tremblement de terre encore. Bah, ça me fait du bien, ça me masse les fesses. C'est agréable, c'est assez agréable. Je pense que là, je peux parler. Ouais, je crois que ça dure 7 minutes. Donc, on préfigure le lieu. En fait, là, on se concentre sur la création pendant 2 années. En 2021, on réouvre une partie éphémère au public comme on l'a fait l'année dernière pour réouvrir dans la phase finale le projet tel qu'il aura été testé en 2024 en figeant les espaces un peu plus et en pouvant impliquer nos architectes dans le processus dès maintenant, dans le processus aussi d'animation du site. Et voilà, juste le dernier élément dont j'aimerais parler, c'est qu'on implique les gens en fait dans ce processus-là. La communauté, elle était au cœur du projet du Tour des cinémas, elle l'est aussi au cœur de la forêt électrique. Le lieu, l'année dernière, a été monté avec des bénévoles, on a fait des super chantiers, on a monté le cinéma avec eux et on a vraiment envie de les impliquer dans ce processus sur le nouveau site. En fait, impliquer les gens dans les pratiques et arriver à penser ce lieu pour qu'il soit quand même évolutif parce qu'on voit que le cinéma aujourd'hui évolue très vite. Netflix, Disney+ qui arrive, enfin voilà, nous dans notre industrie on voit que ça bouge, on voit que les pratiques bougent. On a fait une enquête sociologique sur notre public l'année dernière. Notre public avait en moyenne 30 ans contre plus de 40 ans dans les salles, les salles globales. Et surtout, plus de la moitié de nos spectateurs étaient abonnés aux plateformes, mais ne considéraient pas du tout que c'était un obstacle à l'idée d'aller en salle. Donc nous, c'est tout ça qu'on a envie de travailler, mais on ne se voit pas le travailler autrement que par la collaboration à l'échelle européenne et par le faire sur un territoire, en fait, en impliquant des gens et en étant vraiment sur ces 2 échelles, quoi. L'échelle supralocale et l'échelle internationale qui nous passionne, quoi. Est-ce que ce Tour d'Europe et toutes les formes qu'il a pris, publications, rapports, ainsi de suite, a été pour toi un vrai levier par rapport aux acteurs politiques toulousains dans la Constitution, c'est-à-dire arriver comme ça, paf, avec un truc que tu poses sur le bureau en disant bon... Oui, complètement. En fait, on est arrivé à Toulouse, on avait des soutiens
fort, puisque notre modèle, il était déjà pensé. Il était pensé à partir de modèles qu'on avait vus. Ce travail n'avait jamais été fait, en fait, de collecter un peu toutes ces nouvelles tendances dans le cinéma. Donc, on arrivait avec une notion d'expertise et à la fois une notion d'idéal. Donc, on disait, nous, on rêve de ça. En fait, on veut faire ça, mais on sait maintenant comment le faire parce qu'on a l'expertise de 200 lieux qui nous ont expliqué, avec qui on est en contact. Et donc, cette collaboration, elle a été indispensable. Et je pense aussi, voilà, pour des pouvoirs publics, de se dire, ah, ils ont vu tout ça en Europe et ils l'amènent à Toulouse, c'est quelque chose qui est plutôt excitant, en fait, d'avoir des jeunes qui disent pas juste, voilà, nous, on veut tout réinventer, mais sans trop savoir par où démarrer, mais voilà, essayer d'avoir une méthode, quoi, d'expérimentation, en fait, mais qui est une méthode pour nous. Bah, la tentation après d'étendre ça, parce que ça a commencé par la France, après l'Europe, tu t'es pas dit, bon allez. Si. On a eu la tentation de faire le tour du monde parce qu'on nous a pas mal poussé vers ça. Alors on travaille sur un documentaire et sur un livre qui va clore le tour d'Europe, mais il y avait quand même cette idée qu'on était en train d'aller chercher de l'inspiration pour notre propre lieu. Et autant c'est super d'aller en Asie, enfin moi je rêverais d'aller au Japon, hein. Autant les lieux qui sont développés là-bas ou en Inde sont sur d'autres pratiques qui ne sont pas les mêmes qu'en Europe. En Europe, on sent vraiment un territoire très très proche du nôtre dans lequel on pouvait directement piocher. Disons que ça aurait été à notre travail en fait, et c'est pas le nôtre d'aller documenter. On fait pas un documentaire, nous on fait quelque part on fait un travail duquel on est vraiment acteur. Et même dans la méthodologie, on allait chercher des choses qui nous animaient. C'est-à-dire qu'on avait une grille, on avait des choses assez précises, on avait des financeurs, mais avant tout, il fallait que les lieux nous excitent en fait, parce que nous-mêmes, on allait le faire derrière. Donc des gens nous ont souvent dit, mais vous relevez jamais le négatif dans votre projet. Ben non, en fait, quand tu cherches de l'inspiration, tu notes ce qui t'inspire, tu gardes pour toi quelques peut-être conseils qu'on t'a donnés, mais en fait, c'est pas ça l'essentiel, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas prendre et pas, tu relèves pas tout ce qui est à jeter, quoi. Et parce qu'avec le numérique, il n'y a plus de négatif dans l'image. C'est ça. Petit. Sacha, Auguste. 4 mois, 26 capitales européennes pour observer la mise en place des politiques européennes culturelles dédiées à la musique électronique. Ça, c'est très, très arty-farty européenne, là, quand même. Là, vous êtes les clients parfaits. Hein. Ça parle de recherche, de musique électronique, d'Europe. Vous avez en fait taillé ce projet pour pouvoir intervenir dans le lab. Clairement, tout le monde l'a dit, il faut des sponsors. Hein. Alors, c'est Technics qui a sponsorisé votre tour. Non, c'est né de quelle envie? Parce que là, j'ai l'impression quand même, et bon, il y a un projet derrière, un projet européen, mais vous deux, vous êtes quand même copains aussi, à la base. Ouais. Et vous retrouvez sur cette envie, vous êtes plutôt dans les sciences politiques, à d'autres endroits, ce qui est quand même pas le lien le plus évident qu'on peut faire avec la musique électronique, si ce n'est que politique et DJ prennent de la cocaïne. Mais ça, c'est quoi qui vous a amené justement à dire, allez, mais merde, c'est ce qu'il faut faire? Alors, tout est parti d'une association qu'on a montée il y a 3 ans maintenant, qui s'appelle Blue Night Jungle et qui est un label de musique. Mais en fait, ce qu'on avait apporté directement dans les statuts, c'était vraiment de faire la promotion de la musique électronique européenne. Donc, on avait vraiment aussi cette catégorie quoi, qui était révélée plutôt dans le choix de nos artistes qu'on est allé sélectionner avec la direction artistique. Et à un moment donné, on s'est retrouvé face à un manque d'information globale de ce qui se faisait dans la scène, mais aussi autour de la scène. Et c'est là qu'intervient peut-être notre vision un peu plus de sciences politiques. On a eu un intérêt pour aussi aller découvrir tout ce qui se faisait autour. Et Sacha a eu cette vision aussi d'apporter vraiment des recherches sur les fonds européens. Parce qu'il avait identifié le fait qu'il y avait bientôt les élections européennes. Donc il y avait vraiment aussi ce cadre-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais, en fait, on prend... nous, on arrive un peu par tous les deux bouts. On n'est peut-être pas aussi bien préparé, carré. On a fait ça par passion avant tout. L'idée était que, effectivement, il y a cette association. Mais il y avait l'idée aussi de se dire, j'ai 24 ans, je suis à Paris, on me parle des élections européennes et j'y piche que dalle. J'y piche que dalle, je ne sais pas ce que c'est, je me sens européen mais je ne sais pas de quoi je parle. Je rencontre des artistes et c'était ça aussi qu'on avait découvert grâce à l'association, c'est la mobilité et le fait que l'Europe était un terrain de jeu pour des personnes.
En fait, nous, on était hyper frustrés parce qu'on avait l'impression que tout le monde s'éclatait avec l'Europe, sauf nous. Du coup, le projet est surtout aussi parti de là, c'est-à-dire de dire, on a plein de projets, on est des jeunes, on a 25 ans, on va voir comment pouvoir joindre tous les bouts ensemble, mettre toutes nos passions. Mais d'abord, il y avait cette envie de vivre. Et la question centrale qu'on se posait dans le projet, nous, on s'y est pris à l'arrache, on s'y est pris 2 mois avant de partir, de tout préparer. Donc, en trouvant on aurait pu essayer ce processus de trouver des sponsors, etc. Mais ça marchait pas, on n'était pas assez préparés. Donc finalement, on a posé la question à l'envers en se disant, on nous parle d'élections européennes, on nous dit qu'on est européen, on va voir si on peut accéder à l'Europe. Est-ce que déjà l'Europe est accessible et est-ce que nos passions sont accessibles dans toute l'Europe? Je crois que le projet s'est aussi beaucoup construit comme ça, ce qui a donné une véritable donne politique en fait dans le projet. Il y a des moments où on a plus eu l'impression de ne pas être partisan, mais d'être politisé et de demander aux gens de se politiser aussi, c'est-à-dire de rencontrer des gens et de dire bon, t'es heureux, t'es pas heureux en Europe, pourquoi pas, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, comment ça se passe chez toi. Et je crois qu'en fait derrière tout ça, plus qu'une recherche ou je sais pas trop, un repérage pour un futur lieu ou quoi que ce soit, on avait surtout envie de partir en tant que 2 jeunes Européens avec nos passions et rencontrer des gens sur ce terrain d'entente qui était la musique électronique. Et en fait, ce qu'il y a de marrant, c'est qu'à un moment donné, effectivement, on cherchait des personnes pour nous donner des fonds. On a envisagé aussi le crowdfunding, mais comme on n'a pas réussi, en fait, ça a été plutôt un moment où on s'est dit, bon, voilà, en fait, on fait vraiment une mobilité purement citoyenne et on a absolument toute la disponibilité et puis l'indépendance. Vraiment cette autonomie, que ce soit dans les déplacements qu'on choisit ou vraiment dans les personnes qu'on va interroger et de la manière dont on va les interroger. Et je pense que c'était aussi une partie de l'interaction qui se jouait avec certaines personnes qu'on rencontrait. C'était la surprise aussi. La surprise que ça peut apporter ce type d'initiative en fait, parce qu'elles sont assez rares et surtout quand on leur disait on n'est pas payé pour, on n'a pas vraiment récolté d'argent, non, on a fait ça comme ça et on veut juste en savoir plus. Et effectivement, nous, ce que ça va nous apporter, ça sera après, ça sera le réseau qu'on rencontre, les personnes très directement qu'on va croiser. Un aspect sympa aussi qu'on a fait, c'est que il y a des artistes que nous on a sur notre label qui viennent par exemple de Prague. Et il y a quelque chose dans la rencontre qui est très différente quand on dépasse ce cadre de juste parler sur Facebook pour échanger des liens, pour avoir la musique, quoi. Là, on se retrouve face à quelqu'un, on s'aperçoit que l'artiste qui fait de la techno super énervé, c'est un petit gars timide au fin fond de Thessalonique. Donc voilà, ça c'est des petites révélations aussi du parcours. Je pense que c'était très important pour nous, vraiment ce côté purement humain et développement d'un réseau, mais qui va au-delà de quelque chose de professionnel, quoi. C'était vraiment cette double expérience, en fait. Le côté individuel, de dire, j'ai le droit de m'engager, en fait. C'est pour ça que nous, on parlait d'une mobilité citoyenne. C'était aussi revendiquer cet engagement, c'est-à-dire de dire, tu votes pas, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ce que tu veux, mais engage-toi, va voir ce qui se passe un peu. Va rencontrer des gens, discute, approprie-toi un terrain de jeu qu'est l'Europe. Vraiment, ça, c'était un message qu'on voulait porter. Et après, effectivement, il y avait tout ce travail sur l'assaut, où là, on a essayé de construire différents types de rendus. On a noué des partenariats avec la DG Connect à Bruxelles, où là, il y avait effectivement l'idée d'un monitoring un peu des politiques publiques en cours, parce que l'Union européenne s'intéresse à la musique électronique de façon proactive maintenant, en ayant créé des groupes de travail, en plus des programmes Creative Europe qu'on connaissait. Nous, on avait envie de mettre ces 2 choses en balance là, en fait. Et c'est aussi quelque chose qui nous a beaucoup fait réfléchir pendant le voyage. Parce que finalement, on parle beaucoup des nouvelles formes d'associations. Tu sais, c'est des trucs, tout le monde te dit le bottom-up, les horizontales, tout ce que tu veux. Ouais, mais ça veut dire quoi en fait? Moi, et la fertilisation croisée, ça c'est quand même le meilleur terme du monde en ce moment. Il est beau. Là, j'ai l'impression que je vais avoir un enfant juste en vous parlant du coup. Mais tu vois, le fait de pouvoir challenger ça aussi, on a pu découvrir pour l'association, pour la faire grandir, des nouveaux modèles aussi, des formes. Tu vois, nous on est partis, on était plus jeunes. Quand on parlait à des gens pour l'association, on était plus dans le mode si tu viens avec nous, tu t'investis, tu bosses et tout. Et par exemple, dans d'autres villes, à Berlin, on a rencontré des communautés créatives où non, tu viens, tu veux poser un truc, tu le poses. Et on a vu comment pouvaient fonctionner aussi différemment ces organisations-là. Donc voilà, il y avait ces 2 côtés, un engagement personnel, citoyen, de dire je vais m'approprier l'Europe, je suis chez moi ici, je suis citoyen européen aussi, donc je vais me l'approprier. Et après, il y avait aussi cette envie de découvrir d'autres modèles d'assaut. Mais
C'est marrant parce que vous faites l'histoire quand même de quelque chose d'ultra spontané et qui commence par une suite d'échecs qui est bon, l'échec de se dire qu'on va trouver des financements, des gens pour nous accompagner, tout ça. Et bon, on y va comme ça, on verra bien. Malgré tout, je pense, j'avais écouté votre présentation, vous avez mis quand même en place des outils, une grille d'analyse très précise avec des vrais outils. Donc il y a quand même ces deux choses, quoi. Vous avez bien, en tant que bon politicien en herbe que vous êtes, l'idée que vous alliez avoir une vraie méthodologie, faire fructifier ça d'une manière ou d'une autre. L'idée, c'est qu'il faut se repérer, en fait. Les outils, ce qu'on essayait d'expliquer d'ailleurs aussi jeudi, au début du lab, c'est que dans ce genre d'initiative, les outils, c'est pas une contrainte, c'est une boussole. C'est-à-dire que déjà, nous, on a fait une carte. La carte nous permettait simplement de nous dire où est-ce qu'on va. Comment, quand, pourquoi, à quelle heure. Et rien que ça, c'est beaucoup de travail, mais en fait, c'est un outil structurant. Je pense que tout le monde est passé par là sur les mobilités. Et après, derrière, on s'est dit, plutôt que juste cartographier les pays, on va cartographier les acteurs qu'on a rencontrés. Bon, ça nous évitait de tourner en rond, en fait, de pas toujours aller voir les mêmes. Et puis, effectivement, on s'est amusé à utiliser des outils qu'on nous recommandait d'utiliser dans des métiers d'évaluation des politiques publiques. Des choses simples, en fait, mais simplement se dire, une politique publique, elle est composée de plusieurs problématiques. Et donc, il y a des problématiques qui peuvent être écologiques, techniques, juridiques. Et on s'est dit, on va décomposer, on va faire le même travail. D'abord parce que c'est une valeur ajoutée pour l'association, mais aussi parce qu'on avait envie de dire, nous, en tant que citoyens, on va vous ramener des choses pour vous, les autres associations. Et donc, le but pour nous est de mettre tout ça à disposition, en fait. De dire, voilà les gars, l'Europe existe, nous, on avait envie de voir si ça existait, on n'avait pas un rond, on a vu, on a pu, à vous de le faire, servez-vous. Et donc, les outils étaient autant une boussole qu'un moyen de transmission encore une fois, de revenir à cet engagement citoyen. Les gars, on peut faire des choses ensemble. On peut court-circuiter des grandes échelles. On peut se réapproprier des terrains et juste se dire, voilà, on va discuter entre nous. Moi, je te connais pas, t'es de Sofia. Très bien, va voir ça en Grèce. J'ai découvert ça. Puis eux qui te disent, va voir ça à Stockholm. Et ça y est, et tu repars. Et là, tu clashes juste ça dans tes outils. Mais tu vois, c'était pas très professionnel, du genre, je suis un cabinet mobile, quoi. Je suis pas un cabinet de conseil. Et pour rebondir aussi là-dessus, c'est qu'il y a un moment donné, on s'est dit, on va traverser un espace qui est double. Et il faut avoir aussi ça en tête si on veut bien l'analyser. C'est que l'Europe, il y a une Europe de fait. Donc l'Europe vraiment qui est cette ouverture des frontières, ces personnalités, c'est des gens qui font vivre un petit peu l'Europe, mais c'est aussi une Europe de droit. Et là, ça, tout de suite, pour l'analyser, si tu vas sans outils, sans méthodologie, pour s'adresser à ce type d'acteurs qui ont je sais pas, une enveloppe de 50 millions d'euros en médias sur les fonds européens, nous, si on arrive sans avoir préparé un minimum, une méthodologie, on n'a pas de rendez-vous avec ces gens-là, quoi. Tout simplement. Donc vraiment, c'était aussi un moyen de pouvoir à la fois faire l'Europe de fait pendant le parcours, le voyage, les rencontres, et vraiment repérer et puis mieux comprendre cette Europe de droit et pouvoir restituer de manière plus simple pour les autres pour la suite, quoi. Agnès l'évoquait, l'importance de la communauté aussi dans ce type de projet. J'imagine que quand on organise un tel tour d'Europe avec peu de moyens, mis à part d'avoir eu mamie qui était morte dans l'année avec un bel héritage, je ne vous le souhaite pas. Hein. Après, je ne connais pas votre relation intime avec vos grands-parents, mais bon, on en parlera plus tard. J'imagine que là, il y a la question justement, on en parlait du couchsurfing, de tous ces modes qui permettent au fil du voyage, presque sur le moment, au fil de l'eau, trouver ces modes de collaboration, constituer une communauté avec ces nouveaux outils. Vous avez agité tous ces outils-là, j'imagine? On se marre parce qu'on a essayé et ça a plutôt bien marché en fait. Mais forcément, il y a une part d'aléatoire que tu ne maîtrises pas. Et là, tu dors dans un cagibi qu'un mec d'un camping te prête. C'est le bordel, quoi. Mais effectivement, tu trouves toujours un endroit où dormir et personne ne te laisse dormir dehors. Mais effectivement, ça nous est arrivé, je sais pas, à Thessalonique, d'appeler en pleurs la grand-mère, quoi. C'est 1h du matin, on vient de prendre la flotte, on ne sait pas où on dort. Help. Et puis après, effectivement, on a aussi vu ce qu'on disait, tu vois, ce continuum là entre Europe de fait, Europe de droit. Tu le vois, par exemple, tu as des gens qui vont de droit bénéficier de programmes européens, ça va être Erasmus,
Et après, factuellement, ils vont se l'approprier, donc le gars va jamais revenir. Et lui, il va te dire, bah attends, mais tu es en train de vivre l'Europe. Moi, j'ai essayé de vivre l'Europe, je suis tombé amoureux, viens dormir chez moi, on va en parler. Et tu vois ça aussi, et au final, on a dormi plutôt chez des potes, de potes, de potes, chez le cousin de machin, ou directement chez des coachs surfing, que sur le fait de poncer les réseaux sociaux des copains en disant, bah s'il te plaît, loge-moi là ou là, quoi. Effectivement, il y a une grosse marge de manœuvre si tu dis juste que tu te balades et que tu veux rencontrer. Est-ce que dans tous vos projets respectifs, un des critères d'analyse a toujours été ce rapport, chercher les disparités, chercher les semblables, les communs, les similarités, c'est-à-dire se dire, bon, on fait ce travail finalement soit pour relever les différences par pays ou à aboutir à un constat qui serait de se dire, bon, ben finalement, non, on fait un travail pour effacer ces différences et en cherchant les communs. Quelle grille analytique vous avez portée? Ça, je pense que c'est pour toi. Pas le choix. Non, tout à fait. J'ai trouvé l'image de la boussole très très bien. Je ne sais pas si on reparlera de la méthodologie, mais c'était vraiment éclairant. Oui, bien évidemment, le point pour moi d'aller dans 15 pays différents, et en jouant sur les échelles aussi, c'est de voir ce qui marchait à une échelle et ce qui ne fonctionnait pas à une autre échelle, ce qui marchait dans un territoire, ce qui ne fonctionnait pas dans un autre territoire. Donc c'est forcément un jeu continu entre des différences et des ressemblances. À différents niveaux, à des niveaux, on parle d'Europe de droit, c'est exactement ça, des questions législatives qui varient quand même encore toujours d'un pays à un autre, et notamment à l'échelle locale. C'est assez intéressant de voir que justement, il y a des communautés qui ont envie de faire changer les choses et elles les font changer à une échelle très locale, mais ça ne se répercute pas au national et vice-versa. Et puis ensuite, il y a des choses qui ne fonctionnent pas d'un pays à un autre, et donc du coup là, si ce n'est pas une question de droit, est-ce que c'est une question de mentalité ? Et si c'est une question de mentalité, comment est-ce qu'on a envie de les faire changer? Est-ce qu'on a le droit de les faire changer moralement? Ça pose quand même des questions. Et si on les fait changer comment? Donc voilà, c'est parmi les très nombreuses questions qu'on a pu se poser effectivement. Parce qu'on regarde ces réalités toujours depuis notre point de vue. Alors j'imagine on essaie de s'en extraire. La démarche du chercheur est toujours quand même d'essayer d'objectiver l'objet de la recherche et de se mettre un peu à part. Mais malgré tout, relever une différence, c'est avant tout pointer ce qui sépare de notre norme à nous, quoi. Donc j'imagine que c'est pas si simple que ça de faire ce va-et-vient, et notamment par exemple pour Agnès, trouver des initiatives qui paraissent particulièrement pertinentes, se dire tiens, ça j'ai envie de l'importer, sauf que ce que tu n'importes pas, c'est le contexte géopolitico-sociologique qui va avec et qui fait que peut-être que ça marchera pas dans ton contexte à toi parce que le rapport à la norme est différent. Mais quelque part, nous, on a fait un tour de France, donc la première année, et un tour d'Europe l'année suivante, et la différence qui existe entre nos villes est la même à l'échelle de la France qu'à l'échelle de l'Europe. Donc nous, on a réellement, dans ta question, cherché les communs, cherché ce qu'on allait pouvoir adapter, et on a vu, en fait, c'est des projets de territoire, donc ce qui est en train de se monter ici à Lyon n'est pas la même chose que ce qui se monte à Strasbourg, et ni ce qui est en train de se monter à Toulouse, de la même manière que ce qui se monte à Sofia, en Bulgarie, est différent que ce qui se monte à Amsterdam. Le territoire, par exemple, des Pays-Bas est passionnant, mais il est inadaptable, en fait. C'est inadaptable. Les modèles, on ne les transpose pas. On cherche comment se les réapproprier. Donc moi, je pense qu'il y avait vraiment de notre part, en tout cas, la volonté de faire de la recherche. Il y avait quand même une méthode, mais où on s'incluait, où on s'incluait dans cette méthode. Et en fait, ce qui t'anime en tant qu'Européen, justement, parce que c'est comme ça que tu te positionnes, tu pars du postulat que tu vas chercher comment te le réapproprier. Et en fait, c'était pas chercher justement des différences, mais plutôt chercher ce qui nous animait et ce qu'on pourrait trouver comme méthode. Par exemple, crise économique en Espagne. Le cinéma se monte donc en garantissant le prêt par ses spectateurs. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est qu'on n'a pas d'argent, en fait. Je veux dire, nous non plus, on n'a pas d'argent, en fait. Donc ce qu'on adapte, en fait, de ce modèle à Saint-Jacques-de-Compostelle, et la raison pour laquelle on travaille encore aujourd'hui étroitement, c'est qu'au fond, on s'intéresse à des nouveaux publics, alors on a des problématiques de territoire, on a des problématiques nationales. Évidemment que la Pologne n'est pas la France, évidemment que l'Angleterre n'est pas l'Espagne, c'est pas la même chose. Mais nous, dans ce qu'on allait chercher, on arrivait à transposer, et l'idée du cinéma éphémère, elle est née de ce lieu pop-up en Bulgarie, comme du lieu pop-up à Londres, en fait. Et les projets sont différents, on l'entend, tu vois, d'un pays à l'autre, et à la fois, on fait tous la même chose au bout d'un moment. C'est-à-dire que et l'Europe est un maillon qui
qui poussent à ça. Par exemple, aujourd'hui, pour avoir un financement Europe Créative, il faut mettre autour de la table 5 à 6 pays différents, avec des lieux de typologie similaires, et où on va essayer de creuser l'endroit du commun, justement pour dire, bon, mais finalement, We Are Europe, par exemple, le réseau qui est lié à Nuit Sonore, c'est quand même un réseau de festivals de musique électronique qui ont plus adossé à eux un forum citoyen. Tu te dis, putain, merde, il y a quand même une dizaine de festivals comme ça en Europe qui se reconnaissent dans ce mix et musique électronique et débat d'idées. Tu vois, et tu te dis, waouh, c'est... Et en fait, évidemment, il stimule un peu le fait de se retrouver entre pairs ou de fabriquer ces communs, parce que ce sont des financements qui permettent de faire exister ça. Et souvent, maintenant, on taille tous nos projets en fonction des critères d'évaluation, tu vois, des commissions qu'on va passer pour essayer de les financer. Donc, et c'est quand même... ça vous parle? Mais ça vous parle, les amis? c'est... J'ai même pas l'heure, moi. Quelle heure est-il? Est-ce qu'il faut que j'arrête? Et on finit à quelle heure? Non, je vais voir le programme. Non, parlez, je vais voir le programme. Là, c'est en fait, moi, ce que je trouve intéressant aussi dans ces idées de communauté, un peu d'idées et de création, c'est quand on est en train de suivre une scène, en fait, il y a aussi des tentatives pour se démarquer un peu des autres, quoi. Seulement, on voit bien que les réseaux qui sont, pour le coup humain, organiques, là, existent, et c'est ça qui crée un commun, je trouve aussi. Même s'il y a des distinctions qui sont liées à l'artistique, etc., il y a un moment donné où on a poursuivi le réseau de machin, on arrive en Roumanie et on tombe sur un type, en fait, ils sont potes, quoi. Enfin, vous voyez un peu aussi ce fait-là, quoi, qui est en place et qui permet aussi de créer des liens, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce que vous avez dit. On retrouve absolument les mêmes problématiques dans d'autres types de projets comme ceux que j'ai pu voir. Mais je voulais juste faire une autre distinction qui n'est pas ni celle des pays ni celle des villes. C'est des différentes initiatives qui sont elles-mêmes différentes. Donc, au plus local. Nous, on a vu des gens qui avaient un centre culturel, comme celui-ci, comme la Friche à Marseille, et des gens qui n'avaient pas de siège, qui étaient juste un collectif de gens qui sont en train de faire des choses ensemble, qui se retrouvent dans le salon de l'un parce que c'est comme ça la situation. Du coup, même à l'intérieur même du même pays ou du même type d'initiative ou qui se veut devenir la même à un moment donné parce qu'on fait tous la même chose à un moment donné quand on a tous les mêmes moyens, ce qui n'est pas tout à fait le cas de tous les acteurs que nous on a vus. Donc il y a une différence aussi toute petite qu'on oublie parfois, même dans un pays. Et c'est pas juste parce que c'est des initiatives différentes. Même les gens qui travaillent sur le féminisme en France, ils n'ont pas du tout tous les mêmes moyens, mais ils ont tous peut-être le même but de faire que les choses aillent mieux. Et du coup, c'est peut-être ça le but qui les amène. Après, ils ont des grands-mères riches qui meurent, et ils ont un pote à Bruxelles, j'en sais rien. Mais du coup, les moyens sont peut-être différents, mais peut-être le but initial il est le même. Moi, c'est ce que je retrouvais moi, parce que j'ai vu des gens différents. Peut-être ça m'a fait penser à ça. Lola? Ouais, pour rebondir sur ce qu'on a évoqué, notamment avec vous deux. Je trouve ça vraiment génial. J'ai l'impression qu'on redécouvre, on réinvente toujours la roue de toute manière, que l'Europe a des spécificités, l'Europe a une identité et qu'il faut, à défaut de pouvoir la façonner si on n'a pas les moyens, la redécouvrir d'une certaine manière. Le festival, c'est un objet européen par essence. L'idée de justement traduire, transposer, moi j'aime bien traduire aussi comme mot, c'est très très européen. Et le fait de pouvoir jouer de la distinction en étant toujours dans une même norme, par exemple, ou dans un même matériau, tout en se distinguant les uns les autres, c'est excessivement européen. Et c'est vrai que c'est très très beau de voir que dans des angles très différents, on le met en lumière, on en met les difficultés en lumière, mais aussi les aspects positifs. Et j'aimerais rebondir, vous avez parlé tous les deux de continuum entre Europe de droit et Europe de fait. J'ai presque envie de dire, il y a sans doute d'autres dimensions, mais une troisième dimension que je vois, c'est l'Europe fantasmée. C'est l'Europe idéal, l'Europe même en termes d'idées des pères fondateurs, etc., et qui est toujours en mouvement et qui n'est jamais accompli. C'est le principe même de cette dimension-là. La question, c'est à qui revient l'autorité de pouvoir la mettre en place.
Et typiquement, si on veut être nous proactifs, bah, il ne tient qu'à nous, puisqu'on voit très bien que souvent, c'est d'abord en se mettant un peu dans la panade, pour ne pas utiliser d'autres mots, qu'on fait avancer les choses et qu'après on nous soutient financièrement ou d'une autre manière, d'un point de vue communicationnel ou quoi que ce soit. Et c'est aussi bien de voir que, moi en tout cas c'est mon point de vue, que cette autorité de récit, de mettre l'Europe en récit, elle ne doit pas, à mon avis, n'être que dans les mains de Bruxelles, que n'être que dans les mains des gouvernements. On parlait d'élections européennes, par exemple. Il y a jamais eu d'élection européenne aussi tiède que cette année, même si elle a été excessivement enthousiaste par plein d'autres aspects. Mais c'est très tiède de voir ce qui se passe à la télévision française, par exemple. Ça fait chier tout le monde. C'est pas sexy, on se fait chier, quoi. Donc du coup, l'idée de se dire, voilà, moi, à un niveau local et dans une communauté, dans un territoire, je vais pouvoir réinsuffler une envie d'Europe ou même une critique de l'Europe, mais une critique constructive, ça me semble clé dans la manière dont justement ensemble on veut créer du lien sur ce continent ou en tout cas aménager les difficultés les uns avec les autres. Et il y a Pardon, vas-y. Il y a quelque chose là-dessus qui est assez intéressant aussi. On est un peu jeune, donc on vit dans un discours qui est nourri par notre entourage, mais donc des gens plus âgés, qui ont une vision de l'Europe qui est la leur, qui ont eux vu l'Europe se construire en étant focus sur certaines problématiques et par exemple notamment la composante identitaire. Tu vois. Quand on discutait avec des gens qui avaient 40 ans, l'Europe, waouh, ok, mais on est tous différents. Tu discutais avec un mec de 20 ans à l'étranger, mais bien sûr qu'on est européen, regarde, on fait les mêmes vacances, on écoute la même musique. Bon, donc il y avait ça que je voulais mentionner ça pour dire que finalement quand tu vas voir l'administration européenne, tu retrouves ce truc et tu vois aussi qu'il y a des gens qui t'attendent, qui attendent que des Européens viennent les voir en tant qu'Européens. Et ça, c'est une petite chose dont on n'a pas beaucoup parlé et qui est pourtant en fait essentielle. Si tu parlais tout à l'heure de We Are Europe ou des festivals européens, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens qui bâtissent des programmes et qui font tout pour que cette identité commune se crée. Et ça, il faut que nous, on soit absolument qu'on garde un regard là-dessus et concentré et attentif, parce que tu parlais des élections tout à l'heure. On a eu un faux débat sur est-ce que on va être des progressistes ou je sais pas quoi, alors que le débat, la question que tu dois te poser, que tu dois demander à tes élus d'amener dans la sphère du débat politique, c'est de dire mais on construit quoi, comment, pourquoi, avec qui, et c'est là où on doit échanger aussi avec les gens qui font l'Europe au quotidien. Et ça, c'est pas le Parlement, ça c'est des gens qui écrivent dans un petit bureau, qui sont cloîtrés. Quand tu vas les voir, ils ont 6 mètres carrés, pourtant ils gèrent une enveloppe de 50 millions d'euros, tu comprends pas trop ce qui se passe, et ces gars-là sont cloîtrés et attendent de rencontrer des Européens, de discuter. Et je pense que ça aussi, il faut qu'on aille le chercher, qu'on n'hésite pas à reconnaître qu'on a une administration qui est qualifiée au niveau européen, qui bosse pour créer un sentiment d'appartenance européen, pour qu'on puisse s'éclater sur le territoire européen, et on en parle très peu. Et ça, c'est un truc qu'on doit aller chercher absolument. Outre les entreprises, outre les autres citoyens, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi la structure administrative. Je voulais ajouter que l'envie, elle vient aussi, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle vient aussi d'une construction européenne d'outils. Enfin, Interrail en faisait partie. Moi, j'avais le rêve de prendre Interrail et de faire un voyage en Europe. Et la continuité du Tour de France, elle est née de notre envie de voyager à travers cet outil qui était le train européen sans frontières. Ça a fait partie des envies. Erasmus, ça a fait partie des envies. Moi, je suis jamais partie en Erasmus et quelque part, je me suis un peu rattrapée à travers ces 6 mois dans toute l'Europe. Et c'était vraiment une envie, à travers des outils qu'on avait à disposition, dont on peut pas forcément jouir, en fait. Et donc cette première idée, moi je vois aussi quelque chose de très très fort par rapport à notre génération qui est lié aux outils, notamment à Internet. On a rencontré à la suite du Tour des cinémas d'autres tours, un tour de designer, un tour d'architecte, un tour, cette idée qu'on documente et qu'on est à même de recenser et de diffuser cette documentation. C'est-à-dire que nous on tenait nos réseaux sociaux tous les jours, on tenait notre site tous les jours, on avait une web-série. En fait, les gens pouvaient suivre ce qu'on était en train de faire via cet outil qui est Internet. Et avant cette ère du tout numérique, je ne sais pas ce qu'auraient donné ces projets aussi de cette génération européenne, en fait. Et moi, je sens vraiment que cet outil et le lien avec toute cette mythologie était importante autour de l'Europe. Donc, quand tu parles d'Europe qu'on projette, c'était super important, en fait. C'est qu'on avait le rêve d'aller voir comment ça se passait en Europe. Et honnêtement, on y a projeté
tout plein de clichés qui se sont tous vus détournés parce qu'en fait, on projette plein de choses dans ça. Et c'est une chance, et c'est aussi le rappeler, en fait, on était des privilégiés de pouvoir faire ça parce que nous, on a été financés, on n'avait pas les moyens de faire ce voyage. On a été financés et on était des privilégiés d'avoir la chance de traverser l'Europe parce qu'il s'est trouvé qu'en même temps que ce tour en 2015, il y avait la crise migratoire qui était très forte à ce moment-là où les frontières étaient fermées. On a traversé l'Europe pendant les attentats, pendant l'attentat de Paris, pendant l'attentat de Bruxelles. Enfin, pas l'attentat de Bruxelles, mais qui, je sais pas si vous vous rappelez, mais Bruxelles avait été un peu fermée pendant un week-end. Et on avait senti aussi ce qu'était l'Europe à ce moment-là. C'est en effet une Europe des projets, mais c'est dur de revendiquer des projets. Ça coûte cher de voyager, ça coûte cher d'accéder à cette Europe. Et donc cette Europe qui existe aussi pour moi sur la sphère d'Internet, elle est super importante. C'est qu'on peut créer une communauté qui existe au-delà. Enfin, voilà, nous on est ravis de l'avoir traversée, mais en fait, au-delà de ça, ça existe aussi sur le numérique en fait. Et il faut pas l'oublier, quoi. Pour vous encore. Allô, vous m'entendez? Vous parlez plus fort et plus proche. Vous venez de Toulouse. C'est bon, on m'entend. Vous venez de Toulouse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous interrogez le modèle du cinéma indépendant qui existait déjà. Je suis étonné que vous ne citez pas l'Utopia, qui est un réseau de cinéma indépendant, peut-être un peu old school pour vous, mais comment est-ce que vous mesurez l'écart avec ce qu'ont créé des gens avant vous? Ce n'est pas une création ex nihilo, ce que vous êtes en train de vivre et de faire. Comment vous interrogez l'écart entre ce qui a été créé et ce qui est en train de se vivre aujourd'hui? Alors moi, j'ai fait mon premier stage en fait. Mon premier stage dans l'exploitation à Utopia Bordeaux. En fait, là, je parle vraiment de la dimension européenne. Et comme nous, on a distingué le Tour de France et le Tour d'Europe, on a eu l'habitude de présenter le Tour d'Europe comme un Tour d'Europe sans la France, où on a vu cette centaine de lieux. Mais en fait, on a vu tous ces cinémas en France. Donc, on a rencontré les cinémas à Toulouse. On n'habitait pas là-bas à l'époque, mais on a fait un tour des salles indépendantes qu'on a documenté. Ils font partie de notre boîte à idées, du livre, Révéler Cinéma Demain. Utopia, pour nous, ça a été une véritable source d'inspiration parce qu'en fait, eux-mêmes, ils avaient déjà préfiguré tout ce sentiment d'implication des gens, ce qu'ils ont fait justement. Donc je présente rapidement pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau de salles qui est présent dans plusieurs villes en France, Avignon, Toulouse, Montpellier, Paris, enfin Saint-Ouen, Bordeaux, et qui s'est créé, je crois, dans les années 70 à Avignon. Leur histoire est passionnante parce qu'en fait, elle nous fait beaucoup penser, nous, à nos débuts. Cette envie de créer avec des gens, ils avaient une grange et à partir de ça, ils ont fait un cinéma, ils montraient beaucoup de cinéma de genre à l'époque et je pense qu'ils ont grandi aussi avec leurs spectateurs. Donc en effet, aujourd'hui, le public a vieilli dans les cinémas Utopia. C'est une véritable problématique qui se pose, et c'est centré autour d'une certaine vision de la cinéphilie aussi, mais bon, nous... Voilà, enfin, notre passion de la salle de cinéma, elle est née là-bas. Donc, clairement, on le puise de là, on le puise de plein de salles qu'on a vues en France. Je pense que la volonté d'aller en Europe a été super forte après ce Tour de France, quand on a vu aussi ce qui était installé. En France, on bénéficie d'une exception culturelle qui fait qu'on a des salles indépendantes très fortes, très installées, des forts réseaux de multiplex. Moi, je sortais de mes études et j'avais envie un peu ni de l'un ni de l'autre. Mon associé, lui, fait des films. On avait envie de cet espace, en fait. Donc, on rêvait à cette époque-là. Et l'Europe a été pour nous la possibilité de voir des projets qui se faisaient par des gens qui redémarraient. Des gens qui faisaient, voilà, avec aussi cette nouvelle ère. Pour moi, le numérique, c'est quelque chose qui est vraiment super important parce que les pratiques des gens ont changé. Et c'est cette raison pour laquelle on est parti aussi voir ailleurs. Mais en fait, quelque part, en France, on avait déjà découvert plein d'idées, mais disons qu'on avait découvert des idées et non pas des systèmes innovants qui nous permettaient, nous, de penser notre projet. Et ce qui est intéressant, je pense, c'est que dans certains pays qui, peut-être, de notre point de vue normé, avaient un certain retard à certains endroits, comme tu as dit, eux, ils n'étaient pas juste inscrits dans une continuité, c'est-à-dire... la salle classique, fait arriver le projecteur numérique, mais avec le rapport au public qu'on entretient depuis les années 60 et bien avant. C'est comme l'histoire du numérique en Afrique, par exemple. Quand on passe de rien à un iPhone dans la main, l'iPhone n'est pas juste un téléphone, il devient une possibilité créative de communiquer avec le monde entier, ainsi de suite. Et donc, je pense qu'il y a cet intérêt-là aussi de partir dans certains pays où il n'y a pas eu la même évolution de ces outils. Et donc, à partir de là, là, on sort de la question du commun, justement. Il y a une autre évolution qui s'est posée.
de ce point de vue-là, pour le projeter sur une question de transition énergétique, du coup, c'est intéressant de voir que d'un point de vue géopolitique, les questions, du coup, sont absolument pas les mêmes si on prend l'Europe, qui ressemble énormément au Japon de plein de manières différentes, et puis, par exemple, des pays toujours en voie de développement, comme par exemple l'Inde. Quand on passe, ou même, et puis ensuite, même des pays d'Afrique, comme tu as mentionné, quand on passe de 0 à un nombre énorme, on parle même pas de transition. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, juste on construit. La transition d'un point de vue européen, elle est très très différente et justement elle manie, je pense, avec beaucoup plus de nuances et de subtilité et de difficultés. La question dans un tissu très construit, et puis c'est pas que un tissu urbain, c'est un tissu, je parlais de mentalité, c'est un tissu très dense, très difficile. Comment est-ce qu'on continue à vivre tout en changeant en profondeur des habitudes de consommation, de production, etc. Et c'est vrai que là, on part dans des problématiques qui sont même très différentes, qui sont vraiment géopolitiques et qui se posent pas du tout dans les mêmes termes d'un territoire à un autre. Oh, nous avons une question. Oui, il faut ok, comme ça, oui. Ok, félicitations. Je pense qu'il faut inonder la bureaucratie européenne avec les résultats de ces projets. Nous avons fait une rencontre à Helsinki avec la présidence finlandaise sur Caravans et ça les a intéressés beaucoup. Donc il ne faut pas sous-estimer ces projets. Ils font quand même pas mal de bruit. Peut-être pas le tremblement de terre que notre président a voulu au début de la discussion, mais je pense que pour récolter des fonds, il faut simplement affirmer que s'il y a eu un accroissement de la participation électorale aux dernières élections européennes, c'est grâce à nous. Et que les institutions européennes et tout le monde a une énorme dette vis-à-vis de nous. On peut dire que les gens ont voté à cause du Brexit, à cause de la situation géopolitique, parce que il y a beaucoup de peur, il y a l'extrême droite, c'est très inquiétant, etc. Mais tout ça, c'est pas des bases très stables pour construire l'Europe. C'est des phénomènes un peu passagers. Donc, il faut, je pense, essayer de démontrer que la mobilisation autour de projets comme ça, mais depuis une bonne dizaine d'années, a quand même réveillé un sentiment que l'Europe est un sujet politique. Ça sera la question de la fin, je pense. Parce que la fin se fait sentir. Moi, j'aimerais revenir sur les musiques électroniques. J'ai bien aimé la distinction que vous avez faite quand vous parlez d'une Europe de droit. Factuellement, pour un jeune musicien ou même un musicien confirmé, est-ce qu'il y a 2-3 éléments que l'Europe fait pour aider les musiciens dans la musique électronique particulièrement, pas pour l'Europe de droit, légalement? Est-ce qu'il y a des choses qui aident les artistes électroniques? C'est une question intéressée. Hein. Et là aussi, une super bonne question, c'est que sur la route, nous finalement, on est parti en se posant cette question-là. Et très rapidement, ce qu'on nous a expliqué, que c'est pas le travail de l'Europe d'aider un musicien. C'est pas un musicien. Donc, si l'Union doit intervenir, elle interviendra à une échelle où un musicien qui a d'abord monté un projet local, puis national, puis j'en sais rien, tu vois, bilatéral, ou avec un autre pays, puis 3 autres pays. Il faut que tu arrives à une dimension qui soit européenne pour mobiliser l'Europe. Ça pourrait être intéressant d'aller voir des espèces de micro-programmes à 50 €, à 100 €, mais c'est pas son terrain d'action. Tu as des mairies, tu as des régions, des départements, chacun a son découpage administratif et il est cohérent. Et en fait, c'est un peu ça aussi qui est marrant avec l'Europe, c'est que on vit avec ce spectre européen de croire qu'il y a cette grosse chose au-dessus de nous qui peut nous aider, qui pourrait changer notre destin du jour au lendemain.
Bah oui et non. En fait, l'Europe, elle n'est pas faite pour aider un petit musicien directement. Elle va créer un fonds général où elle va aider des gens qui, eux, localement, vont s'en saisir, vont aider plusieurs personnes. Mais un musicien comme ça directement, non, je ne crois pas que l'Union ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Après, malgré tout, il y a quand même des programmes qui ont été mis en place et notamment via Europe Créative. Je pense à Live Europe, qui est quand même un réseau de salles, par exemple, en Europe. Donc, ils sont 15 salles et ils ont réussi à trouver, à fournir la possibilité que si une de ces salles engage un artiste européen qui vient d'un autre pays que la salle, et que ce soit un artiste émergent surtout, donc un jeune ou plutôt quelqu'un qui n'a pas une grande fame en ce moment, et ben, que cette personne soit amenée à jouer dans la salle gratuite, payée par les fonds européens par exemple. Donc il y a ce type de choses qui se mettent en place. Il y a aussi Music Moves Europe, qui est une action préparatoire justement pour peut-être destiner des choses plus précisément pour la musique européenne, donc qui serait un sous-programme entre guillemets du Fonds Creative Europe. Et ça, c'est en train d'être mis en place petit à petit. Donc, on voit aussi que ça évolue et que je pense que les besoins remontent petit à petit. Mais effectivement, il y a toujours cette distance avec la base qu'il faut considérer parce que statutairement, l'Europe peut pas intervenir directement, quoi. Enfin, pas directement en bas. Voilà, ce sera plutôt des pensées politiques, mais où le fait d'être l'Europe apporte vraiment un sens, quoi. En fait, le mot-clé là-dedans, c'est subsidiarité. Donc, c'est le principe auquel l'Europe est tenue et astreinte. La question est simplement de savoir c'est pas un petit mot-clé, là, les amis. Hein. Mais moi, j'avais une solution pour lui. J'avais une solution pour toi. Parce qu'ils sont très pessimistes. Mais en fait, parce qu'ils disent, ouais, l'Europe, elle peut rien faire. Mais toi, tu peux faire quelque chose. Tu vas dans le matériel que eux ils ont publié ou qui est public sur leur site. Tu vois les noms des artistes avec lesquels tu vas faire un magnifique projet. Tu les appelles parce que eux, ils ont leur contact. Du coup, tu vas les voir et tu montes un projet avec eux. Après, l'Europe, ils te donne l'argent. Merci à tous. En tout cas, vous avez tous réalisé quelque chose qui serait peut-être sans doute la chose vitale pour qu'on n'arrive pas à ce gros tiers de votants en France qui comptent, qui sont finalement sur un repli plutôt identitaire de l'Europe. C'est simplement avoir conscience que l'Europe, ça se parcourt facilement avec une monnaie commune, il n'y a pas de frontières, c'est d'une simplicité absolue. Et quand on sait que plus de la moitié de la population mondiale ne peut pas voyager, ne peut pas sortir de ses frontières, et juste ça, tu vois, qu'on donne à la jeunesse, par exemple, un petit pass européen, un interrail à tout le monde à 18 ans pour qu'ils aillent voir la facilité avec laquelle on peut se mouvoir dans ce territoire, ben je pense qu'on changerait complètement la donne politique et électorale. Merci à tous. Dans 30 minutes, on continue ce lab ici même et on va parler d'Europe rurale avec du dessin en live. 30 minutes, c'est le temps pour faire marcher le commerce. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.